Cette semaine à l'émission, deux mastodontes, le GMC Yukon et le Ford Expedition. Moi, j'ai surtout hâte de voir comment ils vont justifier le prix de leurs produits. Pourquoi tu dis ça, donc? Parce qu'ils ne sont pas donnés, nos deux véhicules, aujourd'hui. Je vais parler de la gamme de prix du GMC Yukon. On commence à 95 400 et on peut se rendre jusqu'à 142 500 pour un GMC Yukon. Notre variante AT4 Ultimate, avec les options, est à 134 800 Donc, je m'attends à beaucoup de la part du GMC Yukon pour justifier ce prix-là. Du côté de chez Ford, on a une stratégie un peu différente. La gamme de prix est plus basse. On est à 83 300 pour la version d'entrée de gamme. Quand on y va pour la plus équipée, la version Max allongée, on est à 112 700. Et notre version courte, Tremor, on est à 108 840 Donc, quand même, une bonne différence avec le GMC Yukon. Plus de 25 000 de différence. Ça a l'air d'une aubaine. Oui, c'est quand même pas des farces. Mais moi, j'ai hâte de voir, justement, comme tu l'as bien dit, est-ce qu'on va en avoir pour notre argent quand on paye ces véhicules-là? D'ailleurs, on va commencer tout de suite avec la présentation extérieure des deux véhicules. Pointage. Pour son prix élevé, le Ford Expedition obtient 3 sur 5. Tandis que le GMC Yukon et son prix aberrant obtiennent la note de 1 sur 5. Samuel, on connaît la catégorie des VUS pleine grandeur pour leur côté très massif. Ben oui. Cette année, les deux constructeurs ont retravaillé l'apparence de leur véhicule, mais on s'entend que ça paraît que c'est des gros VUS quand même. Oui, c'est quand même dur de réinventer cette catégorie-là parce qu'il y a une forme qui est très typique et qui va avec la fonction des véhicules. Du côté de chez Ford, toute nouvelle génération pour 2025, retravailler l'avant. On s'inspire quand même un peu de ce qu'on avait précédemment avec une calandre qui se fond dans les phares, etc. Le très F-150 aussi, hein? Oui, il y a quand même un lien direct entre l'Expédition et le F-150. Pare-choc retravaillé aussi. Même à l'arrière, on a revu le panneau, maintenant ouverture à 2 panneaux et la portion supérieure noire pour toutes les versions. Donc, ça ajoute un petit élément de style distinctif, mais disons qu'on ne réinvente pas le genre du tout avec ce véhicule-là. On voit pas un Ford Escape, là, hein? On voit tout de suite un Expédition. Surtout qu'il est marqué en toutes lettres à l'avant du véhicule. En plus. Du côté de chez GMC, c'est rafraîchissement demi-cycle quand même. Là. Petite mise à jour, principalement à l'avant. On a revu les phares, revu les pare-chocs, la calandre également qui a été retravaillée. On a une version AT4, donc je tiens à préciser que le pare-choc que vous voyez ici, c'est un pare-choc qui est vraiment identitaire à cette version-là. Et améliore un peu l'angle d'approche lorsqu'on va faire du hors-route, justement. Il est coupé comme, là? Oui, exactement. On a des phares avec une espèce d'animation distinctif qu'on appelle chez GM. Et on a fait la même chose aussi à l'arrière pour les feux à l'arrière. Donc, à part ça, on n'a pas vraiment retravaillé grand-chose sur le véhicule au niveau esthétique. Mais ce qui frappe, c'est que ce sont des versions destinées au hors-route. Oui. Version Tremor, on remarque justement les accents de couleur épice électrique. Oui, la fameuse couleur que tout le monde connaît. Oui, c'est ça. Qu'on a à l'avant du véhicule. Ça, c'est propre aux versions Tremor. Honnêtement, là, tous les véhicules qui ont cette version-là ont ces accents de couleur. Roue de 18 pouces exclusive à cette version-là. Marchepied massif aussi, qui vont bien protéger le bas de caisse. Et on voit aussi, l'autre élément, c'est la suspension. Oui. Il est relevé de 1,9 pouces par rapport aux autres versions, ce qui lui donne une stature vraiment très, très particulière, très, très costaude aussi. Et ça lui donne une garde au sol 10,6 pouces. Oui, ça, c'est quand même bon pour leur route. C'est très bon. Et là, présentement, si vous regardez le GMC, vous dites, mais non, il est couché par terre. Il a une suspension pneumatique. C'est ça, l'astuce. On peut le relever facilement. Lorsqu'on active le mode tout-terrain, on va avoir une garde au sol de 10,7 pouces. Ah, bien, gardons. Un petit peu mieux que ce que propose Ford quand même. Où sont les marchepieds? Eh bien, ils sont électriques. Ben oui. C'est pour ça qu'on ne les voit pas. Donc, on voit que GMC essaie de travailler peut-être un petit peu plus sur le côté luxueux du véhicule. On a gardé certains éléments que les gens s'attendent d'un véhicule à 134 000 Mais moi, j'ai hâte de voir ça en route. S'il y a une roche qui frappe ça, là, ça risque de causer des dommages. Oui, je suis tout à fait d'accord. Parlant de dommages, on a seulement une plaque de protection en dessous du véhicule à l'avant, tandis que chez Ford, on a mis des plaques partout en dessous du véhicule. Oui, moteur, transmission, boîtier de transfert, réservoir de carburant aussi. Donc, on est mieux protégé du côté de chez Ford. Parlons de peinture et assemblage maintenant. Avantage du côté du GMC. Pour la peinture, il faut le spécifier. Oui, très belle, hein, d'ailleurs, belle couleur, aussi une bonne épaisseur, donc ça, on apprécie, mais l'assemblage, écoutez, à l'arrière surtout, on a des embouts d'échappement qui sont mal alignés avec le véhicule, sont croches. Ça n'a pas d'allure, honnêtement, ça fonctionne pas du tout. Même chose pour la lunette aussi à l'arrière. Hein. Une lunette qui peut s'ouvrir et se refermer, mais on dirait que dans l'assemblage, ça a été mal pensé parce qu'elle est très lâche. Lorsqu'on joue un petit peu avec l'aileron à l'arrière, on la voit bouger. Franchement, on s'attend beaucoup mieux pour un véhicule de ce prix-là. Oui, c'est un peu mieux l'assemblage du côté de chez Ford. Il faut noter qu'on
on a des couvercles qui vont recouvrir l'attache remorque dans les deux cas. Principe que je déteste parce qu'on finit toujours par casser un des loquets. Puis bon, où est-ce qu'on met ça? Dans le garage, dans le véhicule? Ça prend de la place pour rien. Une fois, toutefois, qu'on a enlevé ces couvercles-là, on se rend compte que l'attache remorque est mieux intégrée du côté de chez Ford que chez GMC. Pointage. Ce petit avantage, entre autres, permet à l'expédition d'obtenir 7 sur 10. Le GMC Yukon obtient 6 sur 10. De retour à Charlevoix avec nos deux mastodontes aujourd'hui qui n'ont pas du tout la même suspension. Pas du tout. Du côté de chez Ford, suspension conventionnelle qui est surélevée, alors que du côté de chez GMC, suspension pneumatique qui a quand même le potentiel d'avoir un impact sur le comportement routier. On s'en va tester ça. C'est très facile de prendre place à bord du GMC Yukon parce qu'on a une suspension pneumatique qui rabaisse le véhicule et avec les marchepieds électriques, c'est vraiment facile de grimper à bord. Donc ça fonctionne merveilleusement bien. La position de conduite maintenant, je vais commencer avec les sièges. Ce sont des sièges qui sont massants, climatisés, chauffants, donc tout est là. On a aussi beaucoup d'ajustements électriques là, sur le côté, donc facile de trouver une position qui est confortable. Le problème que j'ai maintenant, c'est que les sièges sont trop petits pour quelqu'un de mon gabarit. L'assise est trop courte et à l'arrière, pour le dos, mes épaules ne sont pas soutenues par le siège. Et pour un véhicule de cette grosseur-là et pour le prix qu'on en demande, je m'attendais à m'asseoir dans des fauteuils et être plus confortable que ce que je retrouve actuellement. La visibilité, maintenant, lorsque je regarde à l'avant, je vois un pare-brise qui est assez petit, honnêtement, une petite dimension. Le tableau de bord est haut. On a le capot qui prend beaucoup de place vers l'avant. On n'a pas beaucoup de visibilité. De côté, par contre, de grandes fenêtres. On a le toit panoramique aussi qui ajoute beaucoup de luminosité. Et on a aussi accès à un rétroviseur caméra qui sauve la mise vers l'arrière parce que sinon, on voit pas grand-chose vers l'arrière. Grosse différence pour l'accès à bord de l'expédition par rapport au Yukon, c'est que la marche est beaucoup plus haute. La suspension relevée, avec aucune possibilité de l'abaisser, bien, ça fait que la marche est très, très haute. La porte est grande, le siège, le volant se dégagent bien, mais quand même, il faut enjamber le seuil de la portière qui, lui, est vraiment très haut. En position, on a des sièges, moi, je trouve de bonne qualité. On a vraiment un bon support pour le dos, même chose pour les jambes. On a les réglages classiques là, avec le support lombaire, tout ça, chauffant, climatisé. On n'a pas de siège massant, donc il y a un avantage du côté du Yukon de ce côté-là. Et si je vous parle de la visibilité, ben moi, j'aime beaucoup parce qu'à l'avant, on a un tableau de bord qui est bas. Je sens que j'ai une bonne vision sur la route, même du côté latéral. Ça, c'est vraiment très bon. Là où il y a un déficit par rapport au Yukon, c'est vers l'arrière parce qu'on n'a pas de rétroviseur caméra. Et vous le savez, avec les sièges qu'il y a à l'arrière de ces véhicules-là, ça entrave de beaucoup la visibilité vers l'arrière. Et un rétroviseur caméra, c'est vraiment un avantage dans ces véhicules. Malheureusement, du côté de l'expédition, du moins dans cette version, ça n'est pas disponible. Je comprends pas vraiment la décision de GMC d'avoir mis autant de boutons du côté gauche du conducteur parce que ça devient difficile de se retrouver. Beaucoup trop de commandes de ce côté-là. Ça rend l'ergonomie vraiment là, difficile à suivre. Le volant, par contre, bonne taille, pas trop de boutons non plus. Donc ça fonctionne. Et l'écran d'infodivertissement, quand même de 16,8 pouces, est bien positionné. Pas trop loin, facile d'accès. Il est gros, prend beaucoup de place dans la console centrale. Première chose que je remarque, c'est que l'affichage est correct. On a une bonne résolution, mais la présentation est décevante. C'est plate, c'est drabe, il manque de couleur, il manque de vie. Faut aussi que je parle d'Android Auto et CarPlay. La manière qu'on les a intégrés, ils sont comme flottants dans l'écran. On aurait dû mieux l'intégrer, ça aurait été plus efficace et plus joli aussi. Instrumentation numérique de 11 pouces devant le conducteur, beaucoup de choix de personnalisation. C'est facile aussi de naviguer à travers les cartes de navigation, que ce soit celle qui est embarquée dans le véhicule fait avec Google ou celle de notre application Android Auto ou Apple CarPlay. Donc ça, c'est le fun. On voit bien l'information. Tout est à la bonne place. Vous le voyez comme moi, Ford est arrivé avec quelque chose de franchement novateur en matière de présentation à l'intérieur. Je vois devant moi un écran de 24 pouces qui comprend les informations dédiées au conducteur directement devant, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'affichage tête haute parce que c'est vraiment bien positionné dans le champ de vision. Il faut savoir que c'est un système Google qui est embarqué dans le véhicule, mais vous pouvez aussi utiliser les applications de navigation que vous avez via Apple CarPlay ou Android Auto. Au centre, un écran de 13,2 pouces, bien positionné, facile vraiment à utiliser, excellente qualité graphique et c'est une coche supplémentaire par rapport à ce qu'on connaît chez Ford jusqu'à présent. On avait le système Sync 4A. Ici, on est meilleur en matière de qualité graphique.
Vous remarquez aussi la taille du volant nettement plus petit que ce qu'on a du côté du GMC. Ça demande ça aussi une période d'adaptation. Il y a des boutons tactiles sur le volant et pour voir quelles sont les fonctions qu'on va contrôler avec ces boutons-là, il faut se référer à l'écran de 24 pouces qui est devant nous. Ça aussi, ça demande une période d'adaptation. Au moins, les boutons sont réactifs. Je trouve qu'il y a beaucoup de rangements à bord du Yukon. Franchement, 2 vides-poches dans les portières. On a la console centrale également qui a une très bonne profondeur. Et on découvre aussi en dessous plus de rangements. Donc vraiment, il y a du rangement à bord et ça, je pense que c'est une force du véhicule. Même chose aussi pour la finition et matériaux. Je trouve que lorsqu'on le compare surtout à l'Expédition, on voit qu'on a des matériaux de meilleure qualité. C'est mieux choisi. On a du bois, du cuir. Le cuir des sièges aussi de meilleure qualité. Un peu drabe, manque de vie, manque de couleur. Donc ça, là-dessus, un petit peu décevant, mais vraiment, la qualité est là et l'assemblage est correct. Une console nouveau genre a été intégrée dans l'Expédition et ça permet d'améliorer les espaces de rangement. Et on dirait même que Ford s'est inspiré de GM qui est arrivé avec ça il y a déjà plusieurs années. Bon, ici, on a porte-gobelet, espace de rangement avec chargeur par induction bien positionné. On peut faire glisser la console vers l'arrière. Pour les passagers arrière, ça donne un meilleur accès aux commandes de climatisation. Mais à l'avant, ça donne un bon espace de rangement. Parlons de la finition maintenant. C'est moins relevé que ce qu'on a du côté de chez GM. C'est pas mauvais. Là. On a quand même des bons matériaux. C'est assez bien assemblé, mais quand on touche, on se rend bien compte qu'il y a un petit côté bon marché qui est vraiment désavantagé par rapport à ce qu'on a chez GM. Quand on regarde la finition des sièges aussi, c'est carrément décourageant. Les coutures s'en vont tout croche. Ça manque vraiment de sérieux. Et même la console centrale, c'est très, très large comme assemblage. Je pense qu'il y aurait matière à resserrer le tout, surtout compte tenu du prix du véhicule. Pointage. C'est ce qui confère la note de 6 sur 10 au Ford Expedition. Pour son habitacle le plus convaincant, le GMC Yukon obtient 8 sur 10. Arrêt au puits maintenant, parlons de l'accès à bord du GMC Yukon. On a beaucoup de place à bord du véhicule. Et lorsqu'on arrive à la deuxième rangée, et là, on se rend compte qu'on a un bon niveau de luxe aussi. On a un écran de 12,6 pouces derrière les dossiers des sièges à l'avant qui permet un système de divertissement là, pour les occupants à bord. On a aussi une commande de climatisation tactile avec un écran de 8 pouces. Les sièges sont chauffants aussi. Si je vais vers la troisième rangée maintenant, on peut facilement rabattre les sièges de la deuxième rangée, dégage beaucoup d'espace et on peut s'asseoir confortablement à l'arrière. Donc vraiment, il manque pas de place à bord du GMC Yukon. Capacité de chargement, maintenant, on a 722 litres lorsque les sièges sont relevés à la grandeur du véhicule. Et lorsqu'on abaisse les sièges de la troisième et de la deuxième rangée, on obtient 3480 litres d'espace, ce qui est beaucoup. Lors de notre test, on a simplement abaissé la troisième rangée et j'ai été capable de rentrer l'ensemble du matériel sans difficulté. Petite astuce aussi, c'est possible de rabattre les sièges de la troisième rangée via des commandes qui se trouvent dans la voûte à l'avant du véhicule, proche des commandes du toit panoramique. Donc franchement, c'est efficace. Il faut aussi que je note que les sièges se rabattent très rapidement, donc on a des bons moteurs électriques, et aussi que le coffre peut s'ouvrir de manière automatique grâce à un système sans clé. On laisse les clés dans nos poches et le haillon va s'ouvrir de manière automatique sans les mains. Ça fonctionne bien, c'est rapide, un des bons systèmes que j'ai pu tester jusqu'à maintenant dans l'émission. Pour ce qui est du Ford Expedition, l'ouverture de la porte est très grande, mais le désavantage par rapport au GMC Yukon, c'est que le seuil est très élevé. Gracieuseté de la suspension qui est relevée en toutes circonstances. En position, vous allez remarquer qu'on a 3 places assises à la deuxième rangée. C'est une option à 800 $, ce qui fait de ce véhicule un véhicule à 8 places assises. On a des commandes de climatisation qui sont vraiment très de base, 2 molettes, alors que du côté du GMC, on a un écran, c'est quand même plus relevé comme présentation. Pas d'écran de divertissement à l'arrière. Ford propose plutôt un support qui va vous permettre de fournir vous-même votre écran pour y installer votre téléphone intelligent ou votre tablette électronique. Pour accéder à la troisième rangée, il y a un bouton sur le dessus du dossier de la deuxième rangée. Ça permet de basculer complètement. L'avantage, c'est que vous pouvez laisser un siège d'appoint pour enfants en place et accéder à la troisième rangée. Ça, c'est quand même intéressant. Il faut savoir que le passage est plus petit que ce qu'on a du côté du GMC Yukon et une fois la troisième rangée, moins d'espace que ce qu'on a du côté du GMC également. Pour ce qui est de l'espace de chargement
amateurs de tailgate party, Ford a pensé à vous. Il y a un haillon en 2 parties, portion supérieure qui est plus grande, portion inférieure qui permet de dégager un endroit où on peut s'asseoir. Le constructeur a même intégré une tablette sous l'espace de chargement, plutôt mal dissimulée parce que quand on relève le plancher de l'espace de chargement, elle tombe carrément dans le fond du véhicule. Toutefois, vous pouvez l'installer. Ça permet de diviser verticalement l'espace de chargement. Vous pouvez également faire une tablette qui se déploie vers l'extérieur du véhicule et même un dossier sur lequel vous pouvez vous appuyer si vous êtes assis sur la portion inférieure du haillon. Vous avez également du côté gauche de l'espace de chargement des boutons pour rabattre le dossier de la 3e rangée et de la 2e rangée également. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un passe-ski à la 3e et 2e rangée. Nouveauté également dans ce véhicule-là qui donne quand même un avantage à Ford de ce côté-là par rapport au GMC. En matière de volume, on est à 612 litres avec toutes les banquettes relevées, ce qui est moins que ce qu'on a du côté du GMC Yukon. Et quand tout est rabattu, on est à 3072 litres. Encore une fois, c'est moins spacieux que le GMC Yukon. Petit ajout intéressant, le constructeur a intégré des lumières un peu partout, dont dans le panneau supérieur du haillon, des lumières orientables. Et même à l'extérieur, sous l'aileron arrière, du côté des rails de toit aussi, c'est ce qu'on appelle l'éclairage de zone. Ça permet d'avoir de la lumière tout autour du véhicule. Lorsque nécessaire, on contrôle le tout via l'écran central. Vous constatez donc que le constructeur a intégré beaucoup d'astuces dans son Ford Expedition, mais en matière d'espace de chargement, on a quand même un déficit près de 400 litres de moins que le GMC. Pointage. Malgré son volume inférieur, ces astuces permettent au Ford Expedition d'obtenir 8 sur 10. Tandis que le GMC Yukon et son espace généreux obtiennent 7 sur 10. Les amateurs de VUS pleine grandeur ne seront pas déçus. On a gardé un V8 de 6,2 litres à bord du véhicule, moteur qu'on connaît depuis beaucoup trop longtemps maintenant. Moteur aussi que je trouve assez puissant, quoique moins performant que ce que Ford propose avec l'Expedition. C'est la transmission automatique qui gère tout ça, transmission automatique à 10 rapports qui est bien calibrée, mais ça donne un sentiment de vieillesse derrière le volant. La puissance est là, la sonorité est bonne, mais on est rendu ailleurs. Et je pense que les turbocompresseurs aident beaucoup le Ford dans la dynamique de conduite. J'ai l'impression que là, GM, on est dû pour d'autres choses. On est dû pour renouveler les moteurs à bord de ce véhicule-là. Approche complètement différente chez Ford par rapport à chez GM en matière de motorisation. V6, 3.5 biturbo, 440 chevaux, 510 livres-pieds de couple, des chiffres supérieurs à ce qu'on a chez GM et ça paraît, c'est un véhicule qui marche plus de performance, excellente réactivité de la mécanique. Même la transmission automatique à 10 rapports, on le sait, c'est bien calibré chez GM, mais c'est encore mieux chez Ford. C'est plus fluide, la réponse est vraiment très bonne. On sent toujours que la mécanique est prête à répondre. Et ça, c'est sécurisant quand on a besoin d'accélérer ou qu'on a une remorque à l'arrière et on se sent donc en confiance derrière le volant. Un avantage du Yukon par rapport à l'Expedition, c'est la suspension pneumatique qu'on a choisi de mettre à bord du véhicule. Suspension qui absorbe bien les bosses, qui est confortable, qui est assez bien calibrée, quoique je trouve trop molle. Surtout lorsqu'on essaie d'accélérer, on sent beaucoup de mouvement de caisse avec le poids du véhicule. Lorsqu'on freine, on sent le véhicule plonger. Lorsqu'on accélère, on sent le véhicule s'affaisser vers l'arrière. Donc, je pense que c'est une suspension qui aurait pu se permettre d'avoir un petit peu plus de rigidité à l'intérieur pour être justement plus confortable et plus dynamique derrière le volant. Autrement, la direction, c'est correct. C'est sûr que ça reste un véhicule à vocation hors route, donc la direction n'est pas très précise. Et lorsqu'on essaie de prendre une courbe, on sent qu'on a un poids à supporter aussi. Il faut aussi ajouter à cela les pneus tout-terrain qu'on a à bord. Des pneus tout-terrain avec une gomme plus agressive pour leur route. Ça n'adhère pas autant qu'un pneu régulier ou un pneu fait pour la route. On le sent vraiment derrière le volant. Donc, c'est pas un véhicule avec une grande précision, mais honnêtement, dans le segment et dans ce genre de format-là, pas grand-chose non plus qui fait mieux que ça. Évidemment, la version Tremor est munie d'une suspension qui est relevée. Ça paraît sur la route. On se sent très haut par rapport aux autres véhicules. Et quand on prend des courbes, on s'en rend bien compte parce que le véhicule a tendance à balloter de gauche à droite et ça fait que le véhicule manque peut-être un peu d'agilité, surtout avec cette suspension relevée. Et quand j'applique les freins, qui sont extrêmement sensibles, là, c'est les mouvements de caisse très prononcés qui entrent en scène. Donc, il y a vraiment un compromis à faire quand on opte pour une version Tremor par rapport à une version normale. Il y a une détérioration du comportement routier général.
Freinage maintenant, bien, j'en parlais un petit peu plus tôt avec la suspension, mais lorsqu'on freine, on sent vraiment le véhicule s'affaisser vers l'avant et c'est vraiment une question de calibration pour le modèle AT4 Ultimate et aussi avec les pneus qu'on a. Lorsque je freine, on sent vraiment plonger le véhicule. La sensation avec la pédale est bonne, on a une bonne fermeté, on sent aussi que le véhicule reste quand même assez stable, mais le plongeon à l'avant, c'est inacceptable honnêtement pour un véhicule de ce gabarit-là. On n'a pas beaucoup de modes de conduite à bord du GMC, puis j'ai été déçu, honnêtement. Je m'attendais à avoir beaucoup plus que ça. On a le mode normal, le mode sport, un mode hors route qui va venir soulever la suspension pour aller justement se promener dans des sentiers plus difficiles. Mais sinon, avec le mode remorquage, c'est tout. On a fait le tour. Je m'attendais à vraiment plus d'extase ici. Peut-être avoir des modes pour la neige, pour les sentiers sableux, ces choses-là. On n'est pas là. On est resté très sobre avec ça. Heureusement, toutefois, on a une insonorisation à bord qui est plus convaincante que ce qu'on va retrouver chez Ford. Vraiment un véhicule qui est plus douillet sur la route aussi. Je trouve que la suspension améliore vraiment le confort à bord. Ça amène une douceur aussi au niveau du roulement. On sent pas les imperfections de la route. Il faut que je note aussi que l'insonorisation est supérieure à ce qu'on retrouve avec l'Expédition. Véhicule qui est mieux insonorisé, quoique pour 134 000 $, je me serais attendu à entendre beaucoup moins de bruit de l'extérieur. Là, où Ford a mis le paquet, c'est en matière de mode de conduite normal, remorquage, sport, éco, roche, boue. Ça va changer la réaction du rouage 4 roues motrices. On va passer de 2 roues motrices à 4 roues motrices gamme haute, par exemple. Ça change aussi la réactivité de la mécanique. Bon, ça fait une petite différence, mais je vous dirais que le mode normal est celui qu'on va utiliser le plus souvent, à moins d'aller en route, où là, on va exploiter les modes qui sont à notre disposition. Un point de la version Tremor, c'est qu'on a des pneus adaptés au hors-route et on les entend constamment. Même si l'insonorisation, grosso modo, du véhicule est assez bonne, on est assez bien isolé avec des glaces doubles à l'avant. On a des pneus qui sont bruyants et le bruit pénètre à l'intérieur du véhicule de façon constante. Donc, encore une fois, cette version Tremor impose un compromis en matière de confort et d'insonorisation. C'est pas qu'on n'est pas bien dans le véhicule, bien au contraire. Moi, j'aime la disposition du tableau de bord qui nous donne un bon sentiment de connexion avec l'extérieur. Mais le bruit des pneus, c'est vraiment tannant à long terme. Pointage. Pour son bilan mitigé en matière de comportement routier, le Ford Expedition obtient 7 sur 10. Pour ses performances équivalentes, le GMC Yukon obtient la même note. À ce moment-ci de notre face-à-face, le Ford Expedition a cumulé 31 points et le GMC Yukon 29. Les acheteurs de ces véhicules-là vont aussi s'attendre à avoir de la technologie. Hein? Absolument. C'est des gros véhicules, puis on en veut, la technologie. Bien, on va parler des systèmes de conduite autonome parce que quand même, les deux constructeurs mettent l'accent là-dessus. Du côté de chez Ford, c'est le système Blue Cruise 1.4, plus évolué que les précédentes générations. Depuis le 1.3, on fait les changements de voie, mais pas de façon entièrement automatique. Il faut mettre le clignotant soi-même, mais on peut quand même conduire de façon main libre. Et le 1.4 est plus précis, utilisable dans plus de variétés de situations aussi, mais c'est jamais aussi performant que ce qu'on a du côté de chez GM. On a le Super Cruise, un système qu'on connaît maintenant assez bien là, dans la gamme chez GM. Un système qui va nous permettre de faire des changements de voie automatisés. Donc, il va lui-même détecter un véhicule qu'on va rattraper, activer les clignotants, tasser le véhicule, faire le déplacement. Tout ça sans les mains, là. On n'a pas besoin de rien toucher. Donc, on voit que c'est un petit peu plus évolué. Important de noter toutefois que ça fonctionne uniquement sur les routes qui sont cartographiées par GM, parce que ça ne fonctionne pas partout. Clairement, des constructeurs, puis je pense automatiquement à Tesla, qui font mieux en la matière. Là, clairement, on a des systèmes qui sont plus évolués encore. Mais ça demeure quand même un avantage si on le compare au Ford Expedition. On a deux variantes aussi qui sont axées sur le hors-route, des variantes qui sont équipées de certains ajouts là, pour améliorer les performances des véhicules dans les sentiers battus. Je pense que l'Expédition a vraiment une coche en avance là-dessus. Bien, on le dit depuis longtemps, c'est un véhicule qui est conçu à la base pour être un véhicule hors-route, garde au sol plus élevé, tout ça. Mais on a aussi un différentiel arrière verrouillable de façon automatique, électronique ou même manuellement pour améliorer les capacités hors-route. On a évidemment un boîtier de transfert, gamme haute, gamme basse. On a plusieurs modes de conduite, dont un mode qui est exclusif à cette version-là, Rock Crawl, qui va même permettre la conduite à une pédale en hors-route. C'est intéressant, ça. Oui, c'est vraiment le véhicule qui va gérer la vitesse. Et on a même l'assistance au braquage en hors-route, évidemment. Quand on braque beaucoup le volant, le véhicule va verrouiller la roue arrière intérieure au virage pour rapetisser le rayon de braquage. Donc, ça aide dans des situations qui sont plus difficiles. Ouais, chez GM, c'est un petit peu plus limité. On a juste un mode de conduite qui s'appelle tout-terrain. On va surélever la suspension, avoir une meilleure garde au sol. On va aussi activer les aides à la conduite qui sont disponibles avec le véhicule, dont, entre autres, le verrouillage du différentiel à l'arrière qui se fait de manière automatique. Donc, c'est impossible de le faire manuellement. C'est un système 4x4 qu'on a dans le véhicule. On est quand même équipé
aussi de pneus tout-terrain. On le sait déjà que c'est une version un petit peu plus axée sur leur route, mais c'est clairement moins évolué que ce que propose Ford clairement. Même chose pour la capacité de remorquage. Un autre aspect très important du côté de chez Ford, dans cette version, on est à 9300 livres, alors que chez GM, on est moins élevé que ça. 8400 livres, Ouais, donc il y a quand même presque 1000 litres de différence entre les deux véhicules. Oui, puis quand je pense aux technologies d'aide au remorquage aussi, chez Ford, on a le Pro Trailer Backup Assist, on a l'attelage intelligent de la remorque, plein de systèmes comme ça qui viennent faciliter la vie quand on remorque avec le véhicule. Et dans le cas du Yukon, on est un petit peu plus limité. On a des caméras là, pour la vue d'attelage à l'arrière. On a aussi un système de prévention de collision lorsqu'on remorque à l'arrière. Si jamais il y a un véhicule dans l'angle mort de la remorque, le véhicule peut lui-même braquer pour replacer le Yukon dans la bonne voie. Intéressant, donc, ça. quand même intéressant pour la sécurité lorsqu'on remorque, mais on a clairement moins d'évolution technologique en termes de remorquage. Pointage. Le Ford Expedition ici est avantagé avec sa note de 8 sur 10. Le GMC Yukon fait moins bien et obtient 7 sur 10. Parlons maintenant du coût de possession de nos deux VUS et je vais commencer avec le GMC Yukon. Il faut savoir que le véhicule est muni d'un système de suivi de l'utilisation qui va déterminer la fréquence des entretiens selon le type de conduite que vous avez et le genre de terrain que vous allez affronter également. On parle d'un changement d'huile qui devra se faire toutefois une fois par année selon GM ou aux 12 000 km. Il faut aussi savoir que le changement de filtre à air moteur sera déterminé grâce à ce système. À tous les 36 000 km, on va changer le filtre à air de cabine et on va aussi, à tous les 72 000 km, faire un entretien un petit peu plus costaud, changement de liquide de transmission ainsi que de liquide de boîte de transfert. À 5 ans pile, c'est le changement de liquide de frein ainsi que du liquide de refroidissement, ce qui nous amène à un coût d'entretien aux alentours de 3 550 $. Parlons pneus maintenant. On a des pneus de marque Goodyear Wrangler Territory AT qui coûtent 1 275 $ l'ensemble. Et pour les freins, c'est 1 680 $ pour les pièces et la main-d'œuvre, ce qui nous amène un coût de possession de 5 ans, 100 000 km à 6 500 $. Pointage. Grâce à son coût de possession plutôt faible, le GMC Yukon obtient 11 sur 15. Dans le cas du Ford Expedition, le calendrier d'entretien va être déterminé par le véhicule lui-même en fonction des habitudes de conduite et également des conditions dans lesquelles vous utilisez le véhicule. On estime qu'une vidange d'huile va se faire à chaque 16 000 km. À 32 000 km, on va remplacer le filtre à air de cabine. 48 000 km, on remplace le filtre à air du moteur. On va suggérer également de faire un entretien des freins à chaque année. Pour 5 ans, 100 000 km, on estime donc le coût d'entretien à 3 350 $. Pour ce qui est d'un ensemble de pneus General Grabber AT, des pneus de 18 pouces, on est à 1 600 $, quand même assez élevé comme prix de remplacement. Et pour ce qui est des freins, les freins aux 4 roues, incluant le prix des pièces et de la main-d'œuvre, on est à 1 540 $. Sur une période de 5 ans, 100 000 km, si on considère que vous allez remplacer au moins une fois les pneus et les freins, on a un coût d'entretien de 6 500 $, soit exactement la même chose que le GMC Yukon. Pointage. C'est la raison pour laquelle il obtient 11 sur 15. On est de retour à RPM et à ce stade-ci de notre match comparatif, il y a quand même un avantage du côté du Ford Expedition. Oui, on le sent, hein, on est à 50 points actuellement, tandis qu'on est à 47 points pour le GMC Yukon. Petit avantage quand même, là, mais... C'est 3 points rattrapés. Ouais. Va-t-il être capable? On verra bien, mais avant d'aller là, on va parler de consommation de carburant. Oui. Parce que quand même, du côté des deux véhicules, on n'est peut-être pas très technologique, des moteurs assez conventionnels. On a vu que le Ford était plus performant en matière de 0-100, entre autres. Merci à ces turbocompresseurs. Oui, puis peut-être merci aussi à ces turbocompresseurs pour la consommation de carburant. On est à 12,9 litres au 100, ce qui n'est pas exactement économique, mais quand même mieux que ce qu'on a du côté de chez GMC. J'allais le dire parce que les deux consomment quand même beaucoup de carburant, mais Ouais. GM gagne ici avec 13,7 litres au 100. On commence à voir à quel point le moteur V8 6.2 vieillit. Là. Parlons maintenant de garantie, très important pour des véhicules aussi dispendieux. Et ce qui m'a déçu, c'est que malgré le fait qu'on paie très cher pour ces véhicules-là, on a vraiment des garanties très, très de base. Ah oui, c'est très standard. Eh 3 boy. ans, 60 000 km pour les deux constructeurs. GM tire toutefois mieux son épingle du jeu avec la perforation. Ouais. C'est léger quand même. On est à 6 ans, 160 000 km, tandis que chez Ford, on est à 5 ans, kilométrage illimité. Ouais, petit avantage chez GMC Un ici. léger avantage ici qui fait justement passer le GMC Yukon en avance avec 7 points sur 10. Alors que du côté de chez Ford, on est à 6 sur 10. On va parler de fiabilité. On le sait, des véhicules qui dérivent des camionnettes pleine grandeur, qui ont une fiabilité dans la moyenne, disons,
Chez Ford et chez GMC, avec les VUS pleine grandeur, on est à peu près dans le même territoire. Là. Oui, avec GMC, on est à 15 rappels quand même hein, sur la génération actuelle du GMC Yukon qu'on a. Ouais. Des problèmes d'assemblage, des problèmes électroniques aussi, des problèmes de suspension pneumatique. Ben, aussi, qui est la là. suspension qu'on a mise à l'essai également. Ouais. Donc, on voit que c'est une suspension qui peut améliorer peut-être le comportement routier, mais qui vient avec un sacrifice en termes de fiabilité. C'est sûr. Et là, ben, c'est pour ça qu'on donne la note de 5 sur 10 au GMC Yukon. Oui, puis chez Ford, c'est peut-être un peu mieux parce qu'on a moins de bébelles, j'ai envie de dire, autour de la mécanique, ce qui le rend peut-être un petit peu plus fiable de façon générale, mais on n'est certainement pas dans les véhicules les plus fiables de toute l'industrie. On a donc décerné la note de 6 sur 10 au Ford Expedition. Là où c'est intéressant, c'est en matière de valeur de revente. Ouais. On parlait en début d'émission, le GMC est nettement plus vendu que le Ford et ça se transmet aussi dans le véhicule d'occasion. La valeur de revente est quand même plus élevée du côté de chez GMC. Ouais, clairement, les capacités, le style, le format est très populaire parce qu'on a vraiment une solide valeur de revente pour les produits GMC Yukon, Chevrolet Tahoe et compagnie. Oui. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour le GMC ici. Et c'est pour ça qu'on lui donne la note de 8 sur 10. Quand même, ça, c'est vraiment très Vraiment. bon. Et du côté de chez Ford, c'est moins avantageux. Soyons clairs, on est à 6 sur 10 pour l'aspect de la valeur de revente. Parlons maintenant des points positifs et négatifs de nos deux modèles. Oui, et je vais commencer avec le GMC Yukon et ses points positifs. On a un niveau d'équipement à l'intérieur qui est assez relevé, un habitacle aussi qui est spacieux et luxueux et une suspension pneumatique qui améliore le comportement routier du véhicule. Au niveau des points négatifs, maintenant, on a un prix qui est aberrant. On a une mécanique aussi qui commence à être archaïque. Et parlons bien évidemment du comportement routier qui est pas très solide. Parlons maintenant du Ford Expedition et de ses points positifs. Une mécanique qui est vraiment très puissante, des astuces qui sont intégrées dans le véhicule qui rendent la vie au quotidien plus agréable. Également, les capacités, non seulement hors route, mais également en termes de remorquage, qui sont avantagées par rapport au GMC. Point négatif maintenant, un assemblage général qui est à resserrer, une pédale de frein qui est nettement trop sensible et aussi un comportement routier de façon générale qui est assez hasardeux, principalement de la version Tremor. On va parler de recommandations. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec nos deux modèles? Deux véhicules qu'on recommande dans l'optique où ce sont presque les seuls joueurs là, dans le segment qu'on a également. On les connaît aussi parce qu'on a l'équivalent en camionnette qui existe également ici. Donc, c'est pour ça qu'on peut se prononcer et dire qu'on les recommande. Bon, parlons maintenant du résultat final. C'est le temps de déclarer le vainqueur de ce match comparatif. Et ça va avoir été très serré jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Pour le GMC Yukon, on a 67 points. Alors que du côté du Ford Expedition, on est à 68 points, donc 1 point d'avance pour le Ford Expedition. Véhicule qui est peut-être plus logique en matière de prix, parce que le GMC a un prix qui est très élevé, qui a un impact négatif sur le rendement général, ou en tout cas l'appréciation qu'on en a. Mais il faut quand même dire que le GMC a des qualités très solides en matière d'intérieur aussi. Là. Je pense qu'à 134 000, on va tous s'entendre pour dire que ce véhicule devait amener la barre plus haute, et je ne l'ai pas ressenti si je le comparais directement au Ford Expedition. C'est ce qui donne l'avantage au Ford.